Une grande dame de la politique française vient de nous quitter, Simone Veil. Et par ailleurs, la vie politique s'installe en France dans une nouvelle configuration. Et c'est avec un bisu, comme on dit, que nous sommes ce matin. Gilles Legendre, qui est député La République En Marche de Paris. Gilles Legendre, bonjour. Le bisu vous salue bien. Bien. Alors, Simone Veil vient de nous quitter. Vous l'avez connue? Alors, je l'ai connue quand j'étais journaliste, assez jeune journaliste. J'ai des souvenirs de rencontres avec elle extrêmement précis. C'était une femme exceptionnelle, ça j'enfonce une porte ouverte. C'était une femme qui avait la dent assez dure, qui était capable de traits assez sévères, mais toujours très, très drôle et très bien vu. Elle aurait pu être En Marche, non? Elle aurait pu parfaitement être En Marche. C'est une centriste. Oui, il faut être respectueux des opinions des uns et des autres. On ne va pas faire de la récupération à l'occasion du décès de Simone Veil. Moi, ce que je voudrais dire, parce que j'étais tout jeune quand elle a commencé en politique, et elle fait partie des figures qui ont pu guider mes engagements politiques ou mes convictions politiques. Vous avez des personnages comme ça. Il y a Simone Veil, il y a Jacques Delors, il y a des personnes qui, théoriquement, sur le papier, n'auraient pas dû faire de carrière politique. Orateur assez médiocre, tacticienne politique pas fameuse, et néanmoins l'éclat des convictions, l'éclat de la personne qui fait que tous les canons de la politique explosent et que le personnage s'impose comme une figure absolument respectable, admirable, et capable justement d'entraîner derrière elle des obscurs comme j'étais, des figures politiques actives comme elle en a regroupé beaucoup autour d'elle, mais sur un schéma totalement improbable, totalement. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. J'espère qu'on est encore capable de produire ce genre de figure. Alors il y en aura peut-être dans La République En Marche, on verra. Sacré tohu-bohu ces derniers jours à l'Assemblée nationale. Les droits de l'opposition, vous êtes de la majorité, et comment les droits de l'opposition ne sont pas respectés? C'est votre avis? L'opposition n'a pas voulu que ces droits soient respectés. Ah bon? Oui. La vérité, c'est que, évidemment, le bureau de l'Assemblée devait être tout à fait équilibré entre majorité et opposition, selon les canons habituels. Il s'est passé un événement sur l'élection de la questure, sur lequel je ne reviens pas parce que c'est assez technique, qui a fait que l'opposition, notamment les LR, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, les Républicains, ont décidé de se retirer du jeu. De dire on ne joue plus, on ne veut plus participer au scrutin. Si on ne participait pas au scrutin pour l'élection des vice-présidents, l'Assemblée était bloquée. Nous avons pris nos responsabilités en faisant en sorte que le bureau de l'Assemblée puisse être constitué, afin que l'Assemblée puisse rentrer en fonction, que les élections de commission puissent se faire, pour que le Congrès puisse avoir lieu. Et nous avons dit de la manière la plus claire, et ça c'est un engagement ferme et solennel, que nous retirerions nos vice-présidents, ceux que nous avons désignés en surnombre par rapport à ce qu'était notre quota, le jour où l'opposition accepterait de rentrer dans le jeu. Il y a une bouderie de l'opposition. Donc l'opposition n'a pas de fonction de vice-président? L'opposition n'a pas de fonction de vice-président, elle les retrouvera dès qu'elle le décidera. Du jour au lendemain, on réélira un bureau. Mais pour ça, il faut qu'ils acceptent de jouer le jeu. La vérité derrière tout ça, c'est que nous payons une situation politique dont nous ne sommes pas responsables. Ah bon? Non, qui est la profonde division de la droite aujourd'hui, des partis de droite aujourd'hui. C'est elle qui est d'accord. C'est ça qui a provoqué ça, c'est la scission. Et Mélenchon qui écrit quand même, qui dit... il n'est pas content, lui non plus. Hein. Le jour où Mélenchon sera content, vous tiendrez un scoop, Yves. D'accord. Donc, ça c'est pas le sujet principal. Sans cravate, les manches de chemise, on ne se lève pas quand le président est élu. Je trouve ça très enfantin. Je trouve ça très enfantin et assez peu respectueux de la démocratie. J'ajoute que pour ne pas se lever quand le président est élu, il n'était pas le seul. J'étais à trois sièges de séparés. De Ruffin, non, de Marine Le Pen. Qui ne s'est pas levé non plus. D'accord. On dit que les députés de La République En Marche, dont vous êtes, fonctionne à la baguette, enfin que c'est le régiment. Alors ça, je pars d'un grand éclat de rire, si vous voulez. J'ai découvert mes collègues samedi matin, nous avons passé le week-end ensemble, nous avons été en réunion sans discontinuer, sauf le temps de la séance mardi, pour travailler, pour désigner nos représentants dans les commissions. Je peux vous dire que le débat est absolument ouvert. Et il est vif, il est intéressant, il est riche, il est à l'image de ce que nous avons vécu à En Marche depuis 1 an et qu'aucune autorité ne pourra faire cesser. En revanche, une fois qu'on a fini de débattre, et ça peut décevoir beaucoup de gens, peut-être même vous, Yves Tréhard, et vos confrères, il y aura assez peu de voix dissonantes sur la place publique. Richard Ferrand, président de groupe, quelqu'un qui a maille à partir, je dirais, avec la justice, c'est pas gênant?
c'est pas gênant parce que... Quand vous étiez journaliste, vous disiez la même chose? Oui, j'ai toujours dit une chose très claire. Il y a la justice, qui est la seule justice intéressante, c'est la seule justice légitime, mais il n'y a pas de justice médiatique. D'accord. Ni de justice Pas de politique. tribunal médiatique. Alors, par ailleurs, sur Richard Ferrand, que j'apprends à connaître, dont je suis un des vice-présidents, et j'en suis extrêmement fier, je découvre vraiment in situ à quel point il était, dans notre groupe, le seul à pouvoir tenir le job. Pourtant, il y a d'anciens députés dans votre groupe. Il y en a quelques-uns, pas beaucoup. Mais des gens formidables, et auprès desquels les novices ou les bisous que vous dites vont avoir beaucoup à apprendre auprès des gens qui ont déjà une expérience de mandat, et nous sommes déjà en train de profiter de leur expérience pour diriger un groupe de 300, presque 310 députés, ça dépend comment on compte, avec les apparentés et autres. Je vous assure qu'il faut une expérience politique, un poids et une légitimité dans le mouvement que nous avons créé depuis un an, que seul Richard pouvait exercer. Si jamais il est mis en examen, il peut rester? Écoutez, pour l'instant, on n'est pas dans cette hypothèse. D'accord. Alors, Emmanuel Macron, le président de la République, il avait dit au perchoir, ça serait bien qu'il y ait une femme. Paf, c'est un homme. Ben oui, la parité, on a fait un bond considérable à l'occasion de cette élection législative. Il y a un rééquilibrage. Mais c'est plus qu'un rééquilibrage. Et à l'occasion de la nomination du gouvernement. Je parle sur toute l'Assemblée, la parité n'est pas totale. Non, elle n'est pas totale. À l'intérieur du groupe En Marche, elle est quasiment acquise. On est à 47% de femmes sur la totalité. Et c'est parce qu'on est à 47% de femmes et que par ailleurs, on pèse d'un poids important dans la nouvelle Assemblée, que je crois sur l'ensemble de l'Assemblée, on doit être à 35 ou 37%. Oui, il y a eu 10% de mieux que la précédente Assemblée. Mais oui, mais attendez, les progrès sont compliqués, mais c'est nous qui avons fait l'essentiel du travail. Pour les postes, hormis le poste de président de l'Assemblée, qui par définition ne peut pas être paritaire, puisqu'il n'y en a qu'un, tous les autres postes importants, la questure, la vice-présidence, les secrétaires, sont à parité parfaite. D'accord. Alors, ça, c'était l'Assemblée nationale. Objectif, Palais du Luxembourg, le Sénat. Est-ce que la République En Marche, le président de la République, vise une majorité au Sénat? On sait qu'il y a un groupe autour de M. Patria qui se constitue. Mais voilà. Est-ce que c'est avec un des but sénateurs déjà élus, eh bien, on va essayer de faire grossir ce groupe à l'occasion des élections sénatoriales. Vous allez participer à ça? Ah ben, moi, en tant que député, non. Vous allez être grand électeur? Ah oui, mais ça, oui, mais je ne participe pas à la campagne. Il y a une logique qui est mise en place. Il y a une commission nationale d'investiture qui se met en place. En fait, c'est la même qui se pose. Jean-Paul Delevoye, qui a fait un travail exceptionnel sur les législatives. Non, attendez, je ne le dis pas pour lui rendre hommage, il n'en a pas besoin, en tout cas pas de ma part. Mais quand je vois les figures qui siègent à l'Assemblée nationale, les personnalités que je commence à découvrir, la richesse de leur expérience, la variété de leur parcours, alors nous sommes en majorité des bisous, pour reprendre votre expression, qui me va très bien, des novices, si on veut être un tout petit peu plus respectueux, mais on n'a pas besoin de respect en la matière. Si je vois, c'est un gage de richesse exceptionnelle. Quand on aura appris le fonctionnement parlementaire et on apprendra vite, ça va vite, cette richesse sera un gage merveilleux d'efficacité. Vous avez vu la photo du président de la République? Oui. Qu'est-ce qui vous inspire? Je l'ai trouvé très sympa. Ouais, sympa. C'est pas trop chargé comme symbole? Non, mais vous avez tous été chercher les symboles. Je suis pas sûr qu'il avait envie de les mettre tous autant que vous le faites. Moi, ce qui m'a plu dans cette photo, c'est que d'abord, elle lui ressemble incroyablement. Il sourit pas, hein? Oh, si, un petit peu, mais elle lui ressemble incroyablement. Et il est appuyé sur son bureau comme s'il était déjà prêt à bondir. Il n'y a pas un côté poutinien dans la posture? Non, pas du tout. Bon, d'accord. Son côté autoritaire aussi est très critiqué. Là, maintenant, on le compare à Bonaparte, on le compare à... Mais c'est vous qui prenez ces images, c'est vous qui en décidez. C'est pas un despote éclairé? Non, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement neuf, c'est qu'il est en train de réinstaller une posture présidentielle dont nous n'avions pas l'habitude. Pendant 10 ans, et ses prédécesseurs avaient aussi des qualités. On n'est pas là pour entretenir la moindre polémique. On est en train de créer le futur. On n'est pas en train de regarder le passé. Mais le président avait très clairement dit pendant la campagne qu'il serait vraiment président avec une posture de président, c'est-à-dire portant la vision. On va en parler si vous m'interrogez sur le Congrès, par exemple. Et donc, cette vision-là, cette façon de gouverner doit aussi se voir dans des gestes, dans des postures. Et il y a une chose dont je peux témoigner, puisque nous sortons d'une campagne électorale toute fraîche, c'est l'incroyable impact que dès la prise de fonction le 14 mai, les électeurs ont pris conscience.
J'étais, comme vous le savez, dans une circonscription extrêmement difficile à gagner. Ce qui m'a fait gagner, c'est qu'un certain nombre d'électeurs qui n'étaient pas favorables à Macron, à Emmanuel Macron, au premier tour de la présidentielle, ont été extrêmement séduits par le style et la posture qu'il était. Alors, ça peut déplaire à certains, peut-être même aux journalistes. D'accord. Alors justement, la convocation du Congrès, autre polémique, alors vous allez me dire entretenue par les journalistes. Mais c'est votre rôle. Et voilà. J'ai pas la mémoire courte, petit frère. Mais donc ce Congrès, c'est pas tellement le principe du Congrès qui est remis en question, sauf par quelques-uns comme Mélenchon qui dénonce la République monarchique. Je pense qu'il va falloir s'habituer à ce que Mélenchon dénonce tout. Mais le fait qu'il parle, que le président de la République prenne la parole, s'exprime 24 heures avant le Premier ministre, qui est le chef de la majorité. Alors, je vais vous poser une question dans l'autre sens. Qu'auriez-vous dit en termes de polémique s'il s'était exprimé 24 heures après ? Non, mais il aurait pu s'exprimer à la rentrée. Ah voilà. Alors, il y a une logique parfaite dans cette affaire. Et on est en train d'introduire dans un fonctionnement qu'on veut efficace et sur lequel nous sommes attendus sur le critère de l'efficacité et pas tellement sur les critères de protocole par nos électeurs. Le président porte la vision. Il a passé un contrat avec les Français, avec à la fois des choses précises, mais aussi des équilibres extraordinairement précis sur la manière de transformer le pays. Il porte la vision. Et donc, la vision, elle est le préalable à tout. Et c'est ça qui va nous expliquer lundi. Et puis ensuite, il y a l'opérationnel. Et l'opérationnel, c'est le Premier ministre, le gouvernement, avec le soutien de sa majorité. Oui, donc, ça ne vous choque pas. C'est pas que ça ne me choque pas. Je trouve ça formidable. C'est logique. Pour, vous. Mais je suis totalement pour. Alors, qu'est-ce qu'aurait eu comme sens, par exemple, la vision le 14 juillet, avec le discours de la politique générale le mardi prochain? On aurait dit, mais attendez, comment ça se fait? On a entendu le président qui nous dit comment il voit le début de son quinquennat et la suite, et alors que de toute façon, le Premier ministre vient nous dire quel allait être le programme parlementaire pendant les prochains mois. Ça n'a aucun sens. D'accord. C'est logique, c'est cohérent. En plus, j'ajoute, pour maintenant être quand même au cœur du dispositif, qu'il n'y a pas une feuille de cigarette entre les deux sur justement la répartition de leur rôle. D'accord. Tout le monde est confortable avec ça. Alors, vous connaissez bien les sujets, comme celui de la réforme du Code du travail, puisque vous y avez beaucoup travaillé comme journaliste. Ça s'engage bien, cette histoire? Écoutez, d'abord, la loi s'appellera la loi portant renforcement du dialogue social. Ce n'est pas la réforme du Code du travail, parce qu'il n'y a pas que la question du Code du travail. Le Code du travail, c'est une procédure, c'est une obligation quand on veut transformer les choses. L'objectif, c'est de renforcer le dialogue social sous tous ses aspects. Et donc ça, c'est absolument stratégique. Écoutez, il faut être prudent parce que la partie est compliquée. Personne ne le nie. Ce qui est certain, c'est qu'elle s'engage probablement sous les meilleurs auspices qu'on pouvait espérer. Avec les syndicats notamment? D'abord avec les syndicats. D'abord avec les syndicats. C'est d'ailleurs l'occasion de syndicats et patronat d'ailleurs. Les partenaires sociaux. Partenaires sociaux. Il y a eu des propos, des prises de position. Il faut faire très attention. Il y a des jeux de rôle, il y a des jeux tactiques. Ils sont normaux et ils sont légitimes. Mais pour le petit expert de la chose sociale que je suis, il y a beaucoup de signaux positifs qui permettent d'être confiant. Il y aura peut-être des accidents de parcours, il y aura peut-être des psychodrames, il y aura peut-être des choses. On n'est jamais à l'abri dans une négociation. Mais globalement, on a le droit d'être confiant. Tout ça va se faire pendant l'été. Oui. Donc la loi d'habilitation pour les ordonnances aura lieu en juillet et de ratification en septembre normalement. C'est ça le calendrier logique. Ça veut dire que c'est bouclé en septembre, fin septembre. C'est ça l'objectif. Maintenant, ça pourrait être tenu? Je pense que ça peut être tenu. Maintenant, précisément parce que ça s'engage bien et dans un niveau et une profondeur de dialogue et de négociation importante, on ne va pas gâcher ça. D'accord. C'est notre atout principal. Efficacité à combien à quel terme? L'effet sur l'emploi, ça peut aller très vite parce que la mise en place d'un certain nombre de réformes, par exemple si on fait la fusion des instances représentatives, si on donne du pouvoir aux branches et d'une certaine mesure aux entreprises, tous ces aspects-là vont mettre peut-être du temps à se mettre en musique, mais il y a un élément qu'il ne faut surtout pas sous-estimer et qui est vrai sur l'ensemble du pari politique que nous portons, l'élément psychologique. Si ces ordonnances passent, peut-être avec les compromis qu'il faut, sûrement... Ce qui voudra dire qu'on pourra réformer notre pays. Notre pays. Et ça permettra à tout le monde de respirer avec plus de confort. C'était le talk de Gilles Legendre, nouveau député La République En Marche, et qui maintenant va répondre, chers internautes, à vos questions avec Valentin Pilate. Valentin, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Gilles Legendre. Bonjour.
Nous avons une question de Manu. Que comptez-vous faire pour votre circonscription? Alors, y consacrer environ la moitié de mon temps. J'ai une chance inestimable par rapport à beaucoup de mes collègues. Le Palais Bourbon est dans ma circonscription. Et j'ai 10 minutes de vélo à faire entre mon domicile et l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sa circonscription comme député? J'ai fait une promesse, et je ne suis pas seul à l'avoir fait, beaucoup de mes collègues sont en train de réfléchir à ça. On va instaurer dans ma circonscription des conseils de circonscription. Ils ne s'appelleront peut-être pas comme ça, mais en un mot, de quoi s'agit-il? Ce sont des lieux de débat auxquels pourront participer n'importe quel citoyen, qu'il soit de quelque couleur politique que ce soit. Ah mais, alors, on en fera beaucoup, j'essaierai d'être au plus possible. Mais il y aura d'autres personnes dans des bars Alors, il faudra peut-être trouver des lieux où on peut travailler de façon un tout petit peu plus sérieuse, parce qu'il s'agira de travailler. D'accord. C'est pas le café du commerce. Et n'importe qui peut venir. Voilà, mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas la permanence d'avant. La permanence d'avant existera aussi. Mais ce sont des lieux où seront débattus les grands sujets politiques, les grands projets en cours nationaux. Je suis un élu national, je ne suis pas un élu local, en dépit de la circonscription, et de ces sujets que nous aborderons au Parlement. En descendant, j'expliquerai ce qu'on est en train de faire, et surtout en écoute. Qu'est-ce que mes concitoyens pensent? Ça peut aller même jusqu'à orienter certains amendements, par exemple, à certains projets de loi. Ce qui m'amène à la question d'Emma, qui vous pose la question, en quoi pensez-vous incarner le renouveau? Mais écoutez, on va incarner le renouveau dans beaucoup de choses. D'abord dans la façon de gérer l'État et de participer à sa gestion. Vous ne m'avez pas interrogé sur l'audit des finances publiques. La façon dont on va traiter ce cas budgétaire qui est difficile. Ça risque de retarder les réformes quand même, non? Pas forcément. Si on peut en dire un mot, mais du coup je m'écarte du sujet. Mais c'est un bon exemple. On a une nécessité budgétaire comme on en a eu constamment. Et une des raisons pour lesquelles on se retrouve face à cette situation budgétaire bien connue, c'est précisément parce que l'action publique est mal gérée dans notre pays. Et donc, on va faire les efforts budgétaires qu'il faut pour rester en dessous des 3% de déficit qui sont la ligne. Et où est-ce que vous allez faire les économies? Eh bien, il faut les faire de deux manières. Il y a des économies d'urgence à faire, on les fera. Sur quel poste? Ça, c'est au ministre de les trouver. C'est pas à nous. On en discutera, et on en discutera en commission des finances, puisque j'y participe. Mais il ne faut pas perdre de vue notre objectif principal en matière de gestion des collectivités locales et de l'État et du secteur de la santé, c'est précisément de gérer autrement. Donc on va continuer à investir dans des projets qui permettront à la puissance publique de fonctionner différemment et d'éviter ces dérives budgétaires en cascade qui sont beaucoup issues de très mauvaise gestion. Valentin. Maurice s'inquiète justement qu'on taxe les fonctionnaires plutôt que les multinationales et les grands groupes qui prospèrent en France. Vous avez un commentaire? Alors écoutez, on ne va pas taxer les fonctionnaires, on leur demandera peut-être, c'est pas encore complètement acté. Il parle de la CSG, hein? Alors, non, mais la CSG, l'augmentation de la CSG, elle n'est pas liée à l'audit d'hier, elle est sur la table depuis longtemps et elle ne concerne pas que les fonctionnaires. Je pense que la question, c'était un peu ça. Eh bien, la CSG, tout le monde va y passer. Les fonctionnaires, comme vous le savez, ils vont être obligés. Mais les salariés aussi vont la payer. Alors, les salariés ont en échange des baisses de charges. Ben oui, écoutez, il y a une toute petite différence entre les salariés du privé et les fonctionnaires, c'est qui est liée à la question de l'emploi. Or, comme précisément la CSG, elle est augmentée pour financer des baisses de charges qui ont vocation à soutenir l'emploi, et notamment l'emploi dans le secteur privé, tout ça n'est pas totalement illogique. Maintenant, encore une fois, la hausse de la CSG, elle n'est pas énorme, même si je comprends qu'elle soit douloureuse pour ceux qui vont devoir la supporter, mais on est dans une période de remise en ordre. Et on a appris hier que la remise en ordre devait peut-être être un tout petit peu plus vigoureuse que ce qu'on anticipait. Mais après, le but, c'est de changer le modèle économique de ce pays. C'est de faire en sorte que la croissance redémarre et que par conséquent, les ressources fiscales puissent augmenter naturellement et qu'ensuite on puisse baisser les taux. Valentin. Françoise, par rapport à cet audit de la Cour des comptes, elle se pose la question, en tant que ministre de l'économie, Macron n'était-il pas au courant, au final, de cette dérive? Alors, d'abord, Emmanuel Macron n'est plus ministre depuis un bon moment. Mais il l'était pendant ses dépenses. Mais oui, mais ce que mesure la Cour des comptes aujourd'hui, c'est l'état de la photographie aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, en plus, Macron n'était pas responsable du budget et des comptes. Mais attendez, on n'est pas en train, nous, de lancer une polémique. François se pose la question. Non, mais elle a bien raison. Aujourd'hui, on est dans un fonctionnement... Vous savez ce qui me frappe dans le rapport de la Cour des comptes? Ce n'est pas tellement qu'il y ait une dérive ou un écart de chiffres, parce que ça, on en a toujours eu. C'est une question qui porte sur ce qu'on appelle l'insincérité des comptes. C'est-à-dire que nous sommes dans un système public qui peut générer une présentation budgétaire qui, par construction, n'est pas sincère. Ça,
ça me paraît le plus grave, et ça, c'est sur quoi nous devons absolument revenir radicalement. Dernière question. Dernière question. On a eu beaucoup de réactions ce matin suite au décès de Simone Veil. Beaucoup d'internautes souhaiteraient qu'elle rentre au Panthéon. Est-ce que vous avez un mot là-dessus? C'est joli. Oui. C'est certainement pas à moi de Vous ne seriez pas décider. hostile à ça. Ah bah, pas du tout. Elle a sa place. Après ce que j'ai dit, elle y aurait Elle sa aurait sa place. place. On ne décide pas ça le jour du décès d'une Certes. grande figure, mais je pense qu'elle incarne tellement de choses pour tellement de générations, pour les femmes aussi, dont nous ne sommes pas tous les trois, mais je trouve que c'est... Vous voyez, je suis ému en le disant. Ça serait joli. Alors, vous avez vos réponses à vos questions, chers internautes. C'était Gilles Legendre. On le remercie d'ailleurs de s'être prêté à l'exercice. Merci beaucoup. Merci, Gilles. Et merci Valentin pour de Merci. prochaines aventures. C'est Avec plaisir. Quand? À la rentrée, du coup, vous me Non, retrouvez. pas à la rentrée, lundi. Lundi, Dès lundi. bien évidemment, Eh oui, encore une oui. fois. Toujours présent. À lundi. Au revoir.